Je vis seul dans les Alpes depuis maintenant 4 ans. Ce n'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. C'est venu progressivement, comme une évidence qui s'installe sans qu'on y prenne garde. Un besoin de silence, d'espace, de distance avec tout ce qui ressemblait à une vie normale. Ma cabane se trouve à environ 2 heures de marche du village le plus proche, perché à 1800 mètres d'altitude, dans un repli de la montagne que peu de gens connaissent. Je l'ai trouvée presque par hasard lors d'une randonnée, il y a des années. Elle appartenait à un vieux berger qui n'y venait plus. Quand j'ai frappé à sa porte pour lui demander s'il accepterait de me la louer, il m'a regardé longuement avant de dire « Les gens ne viennent pas ici par hasard. Ils fuient quelque chose ou ils cherchent quelque chose. Peu importe lequel. Si vous voulez la cabane, elle est à vous. » Je ne lui ai jamais dit ce que je fuyais. Il ne me l'a jamais demandé. L'hiver y est long. Le froid implacable. De novembre à avril, la neige recouvre tout. Certaines semaines, je ne vois pas un seul être humain. Le village disparaît sous la brume. Les routes deviennent impraticables. Je reste là-haut, avec mes livres, mon bois, mes conserves. Et le silence. Ce silence qui fait peur à la plupart des gens, mais qui, pour moi, est devenu une forme de paix. Je me suis habitué à la solitude, aux longues soirées sans autre bruit que le craquement du bois dans le poêle et le souffle du vent contre les volets. Au matin où la neige recouvre tout, efface tout, comme si le monde recommençait à zéro chaque jour. Je ne manque de rien. J'ai appris à gérer mes provisions, à rationner, à réparer ce qui casse. Ma vie s'est réduite à l'essentiel. Manger, dormir, lire, entretenir la cabane, observer la montagne. Les semaines passent sans que je ressente le besoin de parler à quelqu'un. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la misanthropie non plus. C'est un choix, une nécessité intérieure que je ne saurais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais ressenti ce poids du monde sur ses épaules. C'était fin janvier. L'hiver était particulièrement rude cette année-là. Il avait neigé pendant 3 jours sans interruption. Une neige lourde, dense, qui s'accumulait en couches épaisses sur le toit. J'avais dû sortir plusieurs fois pour dégager l'entrée, de peur de me retrouver bloqué. Le 4e jour, enfin, le ciel s'était dégagé, un bleu profond, presque violent après tout ce blanc. Quand c'est enfin arrêté, le silence était si dense qu'on aurait pu le toucher. Pas un souffle de vent, pas un oiseau, juste le crissement de mes pas dans la neige fraîche quand je suis sorti chercher du bois. C'est là que j'ai remarqué les traces, des empreintes de loup fraîches qui contournaient la cabane. Elles partaient de la lisière de la forêt, faisaient un large cercle autour de la bâtisse, s'approchèrent de la fenêtre, repartaient. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les loups passent parfois dans le secteur, surtout en hiver quand la nourriture se fait rare, mais quelque chose dans le tracé m'a mis mal à l'aise. Les empreintes ne suivaient pas une trajectoire normale. Un loup qui passe traverse le territoire. Il ne tourne pas autour d'une habitation. Il l'évite. Mais là, les traces s'arrêtaient, repartaient, tournaient, comme si l'animal avait hésité, observé, cherché quelque chose. Je me suis accroupi pour examiner les empreintes de plus près. Elles étaient grandes, un adulte, probablement une femelle d'après la taille. Elles étaient nettes, précises. L'animal était passé récemment, peut-être pendant la nuit, peut-être au petit matin. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pas de peur, pas exactement. Plutôt une forme d'alerte instinctive. Quelque chose n'était pas normal. Je n'y ai pas pensé davantage sur le moment. J'ai chargé mes bûches et je suis rentré. J'ai alimenté le poêle, j'ai préparé du café, j'ai repris ma lecture. Mais l'image de ces traces restait là, en arrière-plan de mes pensées. L'après-midi, vers 15 heures, je me suis levé pour aller chercher de l'eau au ruisseau qui coule à 50 mètres de la cabane. En regardant par la fenêtre avant de sortir, je l'ai vue. Elle se tenait là, à une vingtaine de mètres, immobile dans la neige. Une louve, grande, le pelage gris-brun parsemé de blanc, presque confondu avec le paysage. Elle me regardait, pas avec agressivité, pas avec peur non plus, juste. Elle me regardait, fixement. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. On ne croise pas un loup comme on croise un chevreuil ou un renard. Il y a quelque chose dans leur regard qui vous rappelle que vous n'êtes pas au sommet de la chaîne alimentaire, que vous n'êtes qu'un animal parmi d'autres, fragile, vulnérable. J'ai fait ce qu'il faut faire dans ces situations, rester immobile, ne pas fuir, ce qui déclencherait l'instinct de chasse, ne pas la fixer directement, ce qui serait perçu comme une provocation. J'ai détourné légèrement le regard, tout en gardant ma position.
Elle n'a pas bougé pendant plusieurs minutes. Elle se tenait là, assise sur ses pattes arrière, la tête légèrement inclinée, comme si elle m'étudiait. J'ai pu observer les détails. Ses yeux ambrés, presque dorés dans la lumière de l'après-midi, ses oreilles dressées, attentives, sa respiration qui formait de petits nuages de vapeur dans l'air froid. Après ce qui m'a paru durer une éternité, elle a tourné la tête, s'est levée lentement et elle est repartie dans la forêt, sans courir, sans précipitation, juste un retrait calme, mesuré. J'ai attendu 5 bonnes minutes avant de sortir. Mon cœur battait encore fort. J'ai rempli mes bidons au ruisseau en jetant des regards constants vers la forêt, mais elle n'était plus là. De retour dans la cabane, j'ai essayé de me raisonner. C'était une rencontre fortuite, une curiosité animale, rien de plus. Les loups sont curieux, ils observent. C'était normal. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas terminé. Le lendemain, même heure, même endroit, elle était revenue. Cette fois, elle ne se tenait pas aussi loin. 15 mètres, peut-être. Elle s'était assise dans la neige et elle restait là, me regardant à travers la vitre. Quand nos regards se sont croisés, elle n'a pas détourné les yeux. Elle a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes avant de baisser légèrement la tête. J'ai ressenti une sensation étrange, comme si elle essayait de communiquer quelque chose. Mais quoi? Les loups ne communiquent pas avec les humains. Ils les évitent. Ils les craignent ou les ignorent. Ils ne viennent pas s'asseoir devant une cabane pour observer un homme à travers une fenêtre. J'ai ouvert la porte doucement. Elle s'est levée immédiatement, a fait quelques pas en arrière, les muscles tendus, prête à fuir. Mais elle ne fuyait pas. Elle restait là, à distance, me fixant. J'ai dit, bêtement, « Qu'est-ce que tu veux ?» Ma voix a résonné étrangement dans le silence. Elle a penché la tête sur le côté, les oreilles frémissantes, puis elle a reculé de quelques mètres supplémentaires et elle s'est couchée dans la neige. Pas une posture de soumission, juste une attente. Nous sommes restés ainsi pendant une dizaine de minutes. Moi sur le seuil de ma porte, elle couchée dans la neige à 20 mètres. Un tableau absurde. Puis finalement, elle s'est relevée et elle est repartie dans la forêt. Toujours ce même rythme calme, mesuré. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repensais à son regard, à son comportement. Quelque chose n'allait pas. Un loup ne se comporte pas ainsi, pas sans raison. Le 3e jour, j'ai compris qu'elle voulait quelque chose de moi. Elle est arrivée plus tôt, vers 9 heures du matin. Je l'ai entendue avant de la voir. Un gémissement bas, profond, qui n'était pas un grognement, plutôt un appel, une plainte contenue. Quand je suis sorti, elle était là, à 10 mètres de la cabane, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été. Elle m'a regardé intensément, a fait quelques pas vers la forêt, s'est arrêtée, s'est retournée. Elle a répété le geste. Avance de 3 ou 4 mètres. Stop. Regarde en arrière. Attends. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce comportement. Je l'avais vu une fois, il y a longtemps, avec le chien d'un ami qui voulait qu'on le suive jusqu'à son maître blessé. Mais c'était un chien, domestiqué, habitué aux humains, pas un loup sauvage. Elle a répété le geste plusieurs fois, avancer, s'arrêter, me regarder, attendre. Le message était clair, suis-moi. J'ai passé 1 heure à me débattre avec moi-même. J'ai fait les 100 pas dans la cabane. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu. J'ai regardé par la fenêtre. Elle était toujours là, patiente, immobile. C'était absurde, dangereux, irresponsable. Suivre une louve dans la montagne en plein hiver, c'était exactement le genre de décision stupide que prenaient les gens qui ne revenaient pas. J'avais assez d'expérience en montagne pour savoir que l'hiver ne pardonne pas les erreurs, et suivre un animal sauvage dans un territoire inconnu était une erreur monumentale. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son comportement, une urgence contenue, une détermination qui dépassait l'instinct animal basique. Elle ne chassait pas, elle ne jouait pas, elle demandait de l'aide, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer rationnellement, mais que je ressentais au plus profond de moi. J'ai fini par prendre ma décision vers midi. Si j'y allais maintenant, j'aurais au moins 4 heures de lumière. Si je devais revenir seul dans la nuit, ce ne serait pas la première fois. J'avais mon matériel, je connaissais la montagne, et surtout, je ne pourrais pas me pardonner de ne pas avoir essayé. J'ai préparé mon sac avec méthode. Ma veste d'hiver la plus épaisse, celle que je réserve aux expéditions longues, 2 paires de gants au cas où, bonnet, écharpe, 2 litres d'eau dans une gourde isotherme,
6 barres énergétiques, ma lampe frontale avec des piles neuves, une lampe de secours, 30 mètres de corde, mon couteau de chasse, une couverture de survie, un briquet et des allumettes étanches, une boussole, mon téléphone même s'il n'y avait pas de réseau là-haut. J'ai écrit un mot que j'ai laissé bien en évidence sur la table, parti en montagne direction nord-est. Si je ne suis pas rentré dans 24 heures, j'ai suivi une louve. Coordonnées GPS approximatives de la cabane. 45 341, 6 934. En relisant le message, j'ai réalisé à quel point il paraissait fou. Mais au moins, si quelqu'un me cherchait un jour, ils auraient un point de départ. J'ai vérifié le poêle une dernière fois. J'ai fermé les volets. J'ai pris mon sac. J'ai ouvert la porte. Elle était toujours là. Quand elle m'a vu sortir avec mon sac, elle s'est levée immédiatement. Pas d'hésitation, pas de doute. Elle s'est mise en marche vers la forêt et j'ai compris que si je ne la suivais pas maintenant, elle ne reviendrait plus. J'ai verrouillé la porte. J'ai ajusté mon sac sur mes épaules et j'ai commencé à marcher. Les premières minutes étaient surréalistes. Marcher derrière un prédateur sauvage. Volontairement active tous vos instincts de survie d'un coup. Mon corps était en alerte maximale, chaque muscle tendu, chaque sens en éveil. Mes yeux balayaient constamment les environs, cherchant d'autres loups. Une meute qui m'aurait attiré dans un piège. Mais il n'y avait qu'elle. Elle maintenait une distance constante, 20-25 mètres, assez loin pour que je ne me sente pas directement menacé, assez proche pour que je ne la perde pas de vue. Elle marchait d'un pas régulier, fluide, ses pattes s'enfonçant à peine dans la neige alors que moi je m'y enlisais jusqu'aux mollets. Elle s'arrêtait régulièrement, tournait la tête pour vérifier que j'étais toujours là, attendait que je rattrape une partie de la distance, puis repartait. Elle me guidait vers le nord-est, en montant progressivement. Nous avons traversé d'abord une zone boisée que je connaissais relativement bien, des sapins serrés, la neige moins épaisse sous le couvert des arbres, puis nous sommes sortis à découvert sur un flanc de montagne exposé où le vent avait sculpté la neige en crêtes dures et coupantes. Le terrain devenait plus difficile, la pente s'accentuait. La neige était épaisse, parfois jusqu'aux genoux, parfois jusqu'aux cuisses. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour reprendre mon souffle. L'air était glacial, il brûlait mes poumons à chaque inspiration. Mes jambes commençaient à fatiguer. Mais elle attendait, toujours patiente. Elle ne montrait aucun signe d'impatience ou d'anxiété, juste une détermination tranquille. Après 1 heure et demie, nous avons traversé une crête. De l'autre côté, le paysage changeait, plus sauvage, plus hostile. Des rochers affleuraient par endroits, noirs contre le blanc de la neige. Le vent soufflait plus fort, charriait des cristaux de glace qui piquaient le visage comme des aiguilles. Je me suis arrêté pour boire. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant ma gourde. L'adrénaline, le froid, l'effort. La louve s'était assise à 30 mètres, me regardant. J'ai bu quelques gorgées. L'eau était encore tiède. Ça m'a fait du bien. Je me suis remis en route. Après 2 heures de marche, j'ai commencé à me demander sérieusement jusqu'où elle m'emmenait. Le soleil avait déjà largement entamé sa descente vers l'horizon. En hiver, ici, la lumière disparaît vite. Vers 16h30, il ferait déjà sombre. À 17h, ce serait la nuit complète. J'ai consulté ma montre, 15h15. J'avais encore du temps, mais pas beaucoup. J'ai regardé autour de moi, essayant de mémoriser le paysage, les repères. Mais la neige uniformisait tout. Un arbre tordu là, un rocher en forme de dent là-bas. C'était mieux que rien, mais si la météo se dégradait, si la neige recommençait à tomber, ces repères disparaîtraient. Je n'avais aucune idée précise d'où nous étions. Je reconnaissais vaguement le secteur. J'étais probablement dans la zone qu'on appelle le Vallon des Échos, un endroit que je n'avais exploré qu'une seule fois, il y a 2 ans, en été. Mais en hiver, sous 3 mètres de neige, c'était un territoire différent, méconnaissable. La fatigue commençait vraiment à se faire sentir maintenant. Mes jambes brûlaient. Chaque pas dans la neige profonde demandait un effort conscient. Ma respiration était courte, sifflante. Le froid mordait mes joues malgré l'écharpe qui couvrait le bas de mon visage. J'ai pensé sérieusement à faire demi-tour. Mais quand j'ai regardé derrière moi, j'ai réalisé que nos traces étaient déjà partiellement recouvertes. Le vent balayait la neige en rafales, effaçait nos passages. Et surtout, je n'étais plus certain du chemin exact. Nous avions fait plusieurs détours, contourné des obstacles. Dans quelle direction exacte se trouvait ma cabane maintenant? Nord-ouest? Ouest? Sud-ouest? Je n'en étais plus sûr. Ma seule référence fiable maintenant, c'était elle. Si je la perdais,
J'étais vraiment perdu. Alors j'ai continué à marcher. Après 3 heures, peut-être 3 heures et demie, j'avais perdu la notion précise du temps, je sentais les premiers signes d'alerte sérieux. Mes doigts étaient engourdis malgré les 2 paires de gants. Quand j'essayais de les bouger, la sensation revenait avec des picotements douloureux puis repartait. Mes orteils aussi commençaient à perdre de la sensibilité. Mes pensées devenaient confuses. Je me surprenais à penser à des choses étranges, sans rapport. Un film que j'avais vu il y a longtemps. Une conversation avec mon père. Des fragments désordonnés qui surgissaient sans raison. Je trébuchais plus souvent. Mes réflexes étaient ralentis. Une fois, je suis tombé en avant dans la neige et je suis resté là quelques secondes, la joue contre la glace, pensant vaguement qu'il serait facile de juste rester allongé, de se reposer un peu. Puis la peur m'a frappé comme une gifle. L'hypothermie. Ce n'était plus une abstraction médicale. C'était une réalité qui rampait dans mes os, qui ralentissait mes pensées, qui engourdissait mes membres. Je devais faire attention, rester concentré, continuer à bouger. Je me suis forcé à me relever. J'ai secoué la neige de mes vêtements. J'ai mangé une barre énergétique même si je n'avais pas faim. Il fallait maintenir les calories, maintenir la température corporelle. La louve était arrêtée plus loin. Elle m'observait. J'ai eu l'impression étrange qu'elle attendait de voir si j'allais continuer, si j'allais abandonner. Je n'ai pas abandonné. Nous avons repris la marche. Mais je sentais que quelque chose changeait dans son comportement. Elle accélérait. Son allure était plus pressée. Elle s'arrêtait moins souvent. L'urgence qui était contenue jusqu'alors devenait palpable. Nous sommes entrés dans une zone plus chaotique. Des rochers énormes, des éboulis, de la neige compactée par endroits, profonde par d'autres. La progression devenait difficile même pour elle. Je la voyais chercher son chemin, faire des détours. Puis, soudainement, elle a accéléré franchement. Elle a disparu derrière un affleurement rocheux. J'ai paniqué. Un instant de pure terreur où j'ai pensé qu'elle m'abandonnait, que j'étais seul dans cet enfer blanc perdu, gelé, condamné. J'ai couru. Enfin, j'ai essayé de courir. C'était plus une marche précipitée, maladroite. J'ai contourné les rochers en glissant, en m'agrippant aux prises, le souffle court. Et je l'ai vue. Elle était là, debout au bord d'une ravine, le corps tendu, la tête baissée vers le bas. Et j'ai entendu les cris, des gémissements aigus. Faibles mais distincts, des cris de détresse, des louveteaux. Je me suis approché du bord avec précaution, le cœur battant. La ravine faisait environ 5 à 6 mètres de profondeur. Les parois étaient abruptes, un mélange de roches et de neige gelée. En bas, coincés entre des rochers et de la neige compactée, j'ai vu 3 petites formes grises qui bougeaient faiblement, les louveteaux. Ils étaient repiégés, probablement depuis des heures, peut-être depuis la veille. Un glissement de terrain récent avait dû bloquer l'accès. La mer ne pouvait pas descendre. Les parois étaient trop raides, trop instables, et même si elle y arrivait, elle ne pourrait pas remonter avec les petits. Je me suis tourné vers elle. Elle me regardait. Son regard n'avait rien d'humain, rien de suppliant au sens où nous l'entendons. Mais il y avait quelque chose, une intelligence, une compréhension. Ces petits allaient mourir si personne n'intervenait. Le froid les tuerait d'ici la nuit, et j'étais la seule créature sur cette montagne capable de faire quelque chose. J'ai enlevé mon sac. J'ai sorti les cordes. Je n'avais pas beaucoup d'expérience en escalade technique, mais j'avais fait quelques courses en montagne. Je connaissais les nœuds de base, comment assurer une descente, les principes. Mais c'était la théorie. La pratique, ici, maintenant, avec le froid qui mordait, les doigts engourdis, la fatigue qui pesait, c'était autre chose. J'ai cherché un point d'ancrage solide. Il y avait un rocher massif, à moitié enfoui dans la neige, qui semblait stable. J'ai fait le tour, j'ai vérifié qu'il ne bougeait pas. J'ai passé la corde autour, j'ai fait un nœud de cabestan, j'ai vérifié 3 fois, 4 fois. Mes mains tremblaient. J'ai testé le poids. Ça tenait. J'ai regardé la louve. Elle n'avait pas bougé. Elle me regardait faire, immobile comme une statue. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fait passer la corde dans mon baudrier de fortune. En fait, juste un nœud autour de ma taille et de mes cuisses. Pas idéal, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai vérifié une dernière fois, puis j'ai commencé à descendre. Les premiers mètres étaient relativement faciles. Je pouvais m'appuyer contre la paroi rocheuse, trouver des prises. Mais à mi-chemin, la roche laissait place à de la glace. Pure, lisse. Aucune prise. Mon pied a dérapé. J'ai chuté sur plusieurs mètres, tournoyant, la corde me brûlant les mains à travers les gants.
J'ai percuté violemment la paroi. Mon épaule droite a heurté la roche. Une douleur vive a explosé dans mon bras. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est ma main gauche. En essayant de m'agripper instinctivement, je l'avais écrasée contre une saillie rocheuse. J'ai senti le gant se déchirer. La peau aussi. J'ai hurlé. Un cri bref, arraché par la douleur et la surprise. Puis, je me suis stabilisé, pendu dans le vide, le souffle coupé, la douleur pulsant dans ma main. J'ai regardé. Le gant était déchiré. Du sang coulait, rouge vif contre le blanc de la neige sur mes doigts. Beaucoup de sang. Pas le moment de paniquer. Pas maintenant. J'ai continué la descente, plus prudemment. Chaque mouvement était calculé, testé. La douleur dans ma main était intense, mais l'adrénaline la rendait supportable. J'ai fini par toucher le fond de la ravine. Mes jambes ont failli céder quand j'ai pris appui. J'ai dû m'appuyer contre la paroi quelques secondes, le temps que le vertige passe. Les louveteaux étaient là, à 3 mètres de moi. Ils étaient terrifiés, recroquevillés les uns contre les autres, tremblants. Leurs yeux me fixaient avec une peur pure. Quand je me suis approché, ils ont essayé de reculer, mais ils étaient coincés. Ils grognaient faiblement, montrant de minuscules crocs. J'ai parlé doucement, comme un idiot. « Ça va aller, je ne vais pas vous faire de mal. Votre mère m'a amené ici, je vais vous sortir. » Comme s'ils pouvaient comprendre le français. Mais ma voix les calmait peut-être un peu, ou peut-être qu'ils étaient juste trop faibles pour résister. J'ai enlevé mon sac, je l'ai ouvert, j'ai attrapé le premier louveteau. Il était incroyablement léger. Un petit paquet de fourrure tremblante. Il a essayé de me mordre, mais ses mâchoires n'avaient aucune force. Je l'ai glissé dans mon sac juste assez pour qu'il ne tombe pas, la tête dépassant pour qu'il puisse respirer. Puis le deuxième. Puis le troisième. Il gémissait dans le sac, se débattait faiblement, mais il tenait. Mes mains tremblaient violemment, maintenant. Le sang de ma blessure maculait leur fourrure. Je laissais des traces rouges partout où je touchais. La remontée allait être un cauchemar. J'ai refermé partiellement le sac. J'ai vérifié qu'il pouvait respirer. J'ai pris la corde. J'ai regardé vers le haut. 6 mètres, ça paraissait 20. J'ai commencé à grimper. Chaque prise était une torture. Mon bras blessé hurlait de douleur à chaque mouvement. Mes muscles tremblaient sous l'effort. Le poids des louveteaux dans le sac déséquilibrait mes mouvements. La corde glissait dans mes mains ensanglantées. À mi-parcours, j'ai dû m'arrêter. Je ne pouvais plus. Mon bras droit ne répondait plus correctement. Je suis resté là, accroché à la paroi, le souffle court, le corps au bord de la rupture. J'ai pensé à lâcher prise, sérieusement, juste me laisser tomber, que tout s'arrête. Puis, j'ai entendu un gémissement venant du sac, un des louveteaux, et j'ai grimpé, centimètre par centimètre, prise par prise. Je ne pensais plus, je ne réfléchissais plus. Mon corps agissait par automatisme, grimper, tenir, grimper. Quand mes doigts ont enfin touché le bord supérieur de la ravine, quand j'ai pu me hisser sur la surface plane, je me suis littéralement effondré dans la neige. Je suis resté là, face contre terre, incapable de bouger, le corps secoué de tremblements. Il m'a fallu plusieurs minutes pour retrouver la force de me relever. Mes bras ne me portaient presque plus. Mon épaule était en feu. Ma main gauche était une masse de douleur pulsante. Mais j'ai réussi à m'asseoir. J'ai ouvert le sac avec des gestes maladroits. J'ai sorti les louveteaux un par un. Je les ai posés sur une surface relativement plane, à l'écart du bord de la ravine. Ils étaient gelés, affamés, terrifiés, mais vivants. La louve s'est approchée immédiatement. Pas de moi. Je restais une menace potentielle, un prédateur dans son esprit, mais de ses petits. Elle s'est mise à les renifler longuement, méthodiquement, les léchant, vérifiant qu'ils étaient entiers, qu'ils étaient en vie. Les louveteaux ont réagi à son contact. Ils ont poussé de petits cris aigus. Ils ont essayé de se blottir contre elle. J'ai observé la scène, toujours assis dans la neige, épuisé au-delà des mots. Il n'y avait rien d'anthropomorphique dans ce moment. Pas de gratitude au sens humain. C'était juste une mère retrouvant ses petits. L'instinct le plus ancien du monde. Elle a pris le premier louveteau délicatement dans sa gueule, l'a porté quelques mètres plus loin, dans un endroit plus abrité entre les rochers. Puis elle est revenue chercher le deuxième, puis le troisième. Quand tous les 3 ont été en sécurité, elle s'est tournée vers moi. Nous nous sommes regardés. Elle et moi, un humain et une louve, 2 créatures si différentes. Et pourtant, à cet instant,
lié par quelque chose que je ne saurais nommer. Son regard n'exprimait rien que je puisse traduire en mots humains. Mais il y avait reconnaissance. Quelque chose était passé entre nous. Quelque chose d'ancien, de primaire. Un pacte silencieux vieux de milliers d'années, depuis l'époque où nos ancêtres partageaient les mêmes territoires, chassaient les mêmes proies, respectaient les mêmes lois de la nature. Le moment a duré peut-être 5 secondes, peut-être 10. Puis elle a tourné la tête. Elle a pris un de ses petits dans sa gueule. Et elle a disparu dans la forêt. Elle est revenue 2 fois pour chercher les 2 autres. Puis elle est partie pour de bon. Et je suis resté seul. Le soleil touchait déjà l'horizon. La lumière prenait cette teinte orangée qui précède le crépuscule. Dans moins d'1 heure, il ferait nuit noire. Et j'étais là, au milieu de nulle part, blessé, épuisé, perdu. La réalité m'est tombée dessus d'un coup. L'adrénaline qui m'avait porté jusque-là s'est évaporée comme de la vapeur. Mes jambes se sont mises à trembler. Puis, tout mon corps. Je me suis mis à genoux dans la neige. Puis je me suis allongé sur le côté. Le froid était apaisant presque. Une sensation d'engourdissement, de détachement. Comme si mon corps et mon esprit se séparaient doucement. J'ai fermé les yeux. C'était facile, tellement plus facile que continuer. Juste se reposer un peu, juste dormir. Le froid ferait le reste, sans douleur, sans lutte. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, peut-être 5 minutes, peut-être 20. Le temps n'avait plus de sens, tout devenait flou, lointain. Puis, quelque part dans les brumes de ma conscience qui s'éteignaient, une voix a surgi. Pas une voix extérieure, ma propre voix. Lointaine, mais claire. Lève-toi, je n'ai pas bougé. Lève-toi. Maintenant. Ou tu meurs ici. Mes paupières étaient si lourdes. Mon corps si fatigué. Pourquoi me lever? Pourquoi? Pour qui? Pour toi. Lève-toi. Ça a pris un effort monumental. Le plus grand effort de ma vie. Mais j'ai ouvert les yeux. J'ai bougé mes doigts, mes orteils. J'ai roulé sur le ventre. Je me suis mis à 4 pattes. Puis, en m'appuyant sur mes mains, je me suis relevé. Debout, tremblant, à peine capable de tenir. Mais debout. J'ai regardé autour de moi. La lumière déclinait rapidement. Je devais bouger. Maintenant. Mais dans quelle direction? J'ai sorti ma boussole d'une main tremblante. Ma cabane était sud-ouest par rapport à ici. Probablement. Je n'en étais plus vraiment sûr. Mais sud-ouest, c'était ma meilleure estimation. Et surtout, descendre. Toujours descendre. C'était la règle de base en montagne quand on est perdu. Descendre jusqu'à trouver une rivière, un chemin, une trace de civilisation. J'ai commencé à marcher. Chaque pas était une victoire. Mes jambes tremblaient, mon corps protestait. Mais je marchais. La nuit est tombée rapidement. J'ai allumé ma lampe frontale. Le faisceau éclairait à peine 3 mètres devant moi dans la neige qui recommençait à tomber. De gros flocons lourds qui réduisaient encore la visibilité. Je ne suivais plus aucun chemin. Je descendais simplement, en évitant les obstacles, les rochers, les crevasses. Je suis tombé plusieurs fois. Une fois, je suis resté au sol pendant ce qui a dû être 10 minutes, incapable de trouver la force de me relever. Mais je me suis relevé. Encore. Et encore. À un moment, je ne sais plus quand, j'ai cru voir une lumière au loin. Une lueur jaune dans le noir. Ma cabane? Le village? Une hallucination? J'ai marché vers elle. C'était peut-être mon imagination. Mais c'était une direction, un but. Les heures se sont écoulées. Je ne me souviens pas de tout. C'est fragmenté. Des images. Le blanc de la neige dans le faisceau de ma lampe. Le noir des arbres quand j'ai retraversé la forêt. Le rouge de mon sang sur mes gants. Mes mains ne fonctionnaient presque plus. Le froid les avait rendues comme du bois. À un moment, ma lampe frontale a commencé à faiblir. Les piles mouraient. J'ai sorti ma lampe de secours. Mes doigts étaient si engourdis que j'ai mis 5 minutes à l'allumer. Marcher, tomber, se relever. Marcher, je ne pensais plus. Je ne ressentais plus. J'étais devenu une machine, un automate qui plaçait un pied devant l'autre. Encore. Encore. L'aube m'a trouvé à genoux dans la neige à 50 mètres de ma cabane. Je ne sais toujours pas comment j'y suis arrivé. Instinct, chance, miracle. Peu importe le mot qu'on utilise. J'étais là. J'ai réussi à ramper les derniers mètres, à atteindre la porte, à sortir ma clé de ma poche avec des doigts qui ne répondaient à presque plus.
à l'insérer dans la serrure, à tourner. La porte s'est ouverte. La chaleur résiduelle de la cabane m'a frappé comme une vague. J'ai rampé à l'intérieur. J'ai refermé la porte derrière moi d'un coup de pied. J'ai réussi, je ne sais comment, à allumer le poêle. Mes gestes étaient mécaniques. Du bois, du papier, une allumette, la flamme a pris. J'ai enlevé mes gants. Mes mains étaient bleues, enflées. Ma main gauche était couverte de sang séché. J'ai trouvé ma trousse de premiers soins. J'ai versé de l'antiseptique sur la plaie. La douleur a été si intense que j'ai failli m'évanouir. J'ai bandé ma main comme j'ai pu, maladroitement. Puis je me suis traîné jusqu'à mon lit. Je suis tombé dessus tout habillé, les vêtements encore humides de neige fondue. Et j'ai sombré. Quand je me suis réveillé, il faisait noir. J'ai regardé ma montre, 22 heures. J'avais dormi toute la journée. Mon corps était une masse de douleur. Chaque muscle protestait quand j'essayais de bouger. Ma main gauche pulsait. Mon épaule était raide. Mes pieds me faisaient mal, mais j'étais vivant. J'ai rallumé le poêle qui s'était éteint. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai bu. J'ai mangé quelque chose. Je ne me souviens même plus quoi, puis je me suis recouché. J'ai dormi encore 12 heures. Les jours suivants sont passés dans une sorte de brume. Je me levais, je mangeais, je soignais mes blessures. Je dormais. Mon corps se réparait lentement. Ma main cicatrisait. Mes muscles retrouvaient leur force. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'ai parlé à personne de ce qui s'était passé. Quand, 2 semaines plus tard, je suis descendu au village pour renouveler mes provisions, les gens m'ont demandé ce qui était arrivé à ma main. J'ai dit que je m'étais coupé en coupant du bois. Ils ont hoché la tête. Accident banal. Qui aurait cru si j'avais raconté la vérité? Une louve qui demande de l'aide à un humain. Des louveteaux sauvés d'une ravine. C'était trop improbable. Trop fragile. Comme un rêve qu'on abîme en essayant de le raconter. Alors je me suis tu. Les semaines sont passées, puis les mois. L'hiver a lentement cédé la place au printemps. La neige a commencé à fondre fin mars. En avril, les premiers bourgeons sont apparus sur les arbres. En mai, la montagne était de nouveau verte. La vie a repris son cours normal. Ma routine, mes livres, mon silence. Mais je n'étais plus le même. Je regardais les montagnes différemment maintenant, avec plus de respect, avec plus d'humilité. J'avais touché quelque chose là-haut, quelque chose que la plupart des gens ne touchent jamais, une connexion avec le monde sauvage, brève, fragile, mais réelle. Ma main a guéri, la cicatrice est toujours là, une ligne blanche en travers de la paume. Parfois, quand je la regarde, je pense à eux, à elle, à ces petits. Un matin de mai, vers 6 heures, j'ai entendu un bruit inhabituel près de la cabane. Pas un bruit agressif, juste une présence, différente des bruits habituels de la forêt. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, mon cœur s'est arrêté. Elle était là, la louve, à 20 mètres de la cabane, mais elle n'était pas seule. 3 jeunes loups, presque adultes maintenant, se tenaient derrière elle. Ils étaient nerveux, les oreilles aux aguets, prêts à fuir au moindre mouvement brusque. Mais ils étaient là, en vie, forts, magnifiques. J'ai ouvert doucement la porte. Je suis sorti sur le seuil, lentement, sans geste brusque. Elle m'a regardé, ce même regard ambré que je n'avais jamais oublié. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, sans bouger, sans faire de bruit. Juste 2 créatures qui se reconnaissaient. L'un des jeunes, le plus petit, s'est avancé de quelques pas. Curieux. Il m'a regardé, la tête penchée sur le côté. Il ressemblait tellement à sa mère. Les mêmes yeux, la même posture. La louve a émis un son bas. Pas un grognement. Un appel. Doux, mais ferme. Le jeune est retourné près d'elle. Puis, sans un bruit de plus, elle s'est retournée. Les 3 jeunes l'ont suivie. Ils se sont enfoncés dans la forêt. Lentement. Sans précipitation. Avant de disparaître complètement entre les arbres, elle s'est arrêtée une dernière fois. Elle a tourné la tête. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Puis elle est partie. Je suis resté sur le seuil pendant longtemps après leur départ, regardant les arbres, écoutant le silence, sentant quelque chose se refermer doucement dans ma poitrine. Une page qui se tournait. Je ne les ai jamais revus, mais parfois, la nuit, quand le vent souffle entre les pics et que le silence est absolu, je crois entendre des hurlements au loin, et je me dis qu'elle est toujours là-bas, quelque part dans ces montagnes, avec sa famille, vivante, sauvage, libre. Certaines rencontres ne s'expliquent pas,
elles ne se racontent pas vraiment non plus. Les mots sont toujours insuffisants. Ils aplatissent, ils simplifient, ils mentent un peu, même quand on essaie d'être honnête. Mais ces rencontres vous changent, d'une manière profonde, invisible de l'extérieur, mais que vous ressentez chaque jour. Je vis toujours seul dans ma cabane. Je continuerai probablement jusqu'à la fin. Mais je ne suis plus le même homme qui est sorti ce jour de janvier pour suivre une louve dans la neige. Quelque chose s'est brisé ce jour-là, ou réparé. Je ne sais toujours pas exactement quoi. Une barrière peut-être, entre moi et le monde, entre la civilisation et la nature, entre l'homme que j'étais et celui que je suis devenu. Je regarde les montagnes différemment maintenant, avec respect, avec humilité, avec gratitude aussi, avec la certitude qu'il existe des langages plus anciens que les mots, des pactes silencieux que nous avons oubliés, des connexions que la vie moderne a effacées, mais qui restent là, enfouies quelque part dans notre ADN. Et parfois, très rarement, dans des circonstances que personne ne peut prévoir, la nature se souvient encore de nous. Elle nous tend la main, ou la patte, et si on a le courage de la saisir, quelque chose d'extraordinaire peut se passer, quelque chose qui ne s'oublie jamais.